Messieurs, merci de suivre ce magazine Au-delà de l'actualité consacré aux martyrs de l'indépendance. Vous le savez que le 4 janvier 1959, cela fait 65 ans, 65 ans sont passés depuis que le sang des Congolais avait coulé à la suite des émeutes. Ce jour-là, à Léopoldville, appelé aujourd'hui Kinshasa, connaissait des émeutes qui éclataient après que les autorités coloniales ont interdit aux membres du parti politique ABACO, Alliance des Bas-Congo, de manifester. Cette révolte populaire avait duré 3 jours. La répression était violente. Le bilan officiel était de 49 morts, mais d'autres sources, notamment celle de l'ABACO, parlent d'une centaine de morts. Alors, nous parlons des martyrs de l'indépendance, madame, monsieur, avec notre invité Pascal Oondje. Bonjour Pascal. Bonjour Gisèle, merci pour l'invitation, mes meilleurs voeux. Merci. Mes meilleurs voeux également à nos différents téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Voilà, en tout cas, je pense que la question concernant les martyrs va nous aider à pouvoir comprendre le degré de responsabilité que nous avons pour redresser ce pays, parce que si nous sommes ce que nous sommes, bien entendu, comme pays, c'est qu'il y a eu des gens qui se sont battus politiquement ou par autres moyens pour finalement que nous soyons, en tout cas, indépendants à ce jour. Il faut rappeler que nous avons été pays depuis 1885, lors de la conférence de Berlin, et il y a eu beaucoup d'étapes qui ont suivi finalement pour que on soit libre, c'est que nous sommes. Ça n'a pas été facile. Nous avons été colonisés par les Belges qui ne voulaient pas quitter le pays avec tout ce que nous avons comme richesse. Et le Belge pensait qu'il allait rester éternellement au pays. Mais curieusement, je ne veux pas trop reculer avec les Simon Kimbango et les autres qui vont venir. Et finalement, on va léguer un certain comportement de la défense jusqu'à quelques heures de 1960, et les Congolais vont s'exercer politiquement. Et malheureusement, les réclamations ont été mal perçues par les colonisateurs à son temps, les Belges alors, et finalement ils seront assassinés le 4 juin 1959. Mais il faut un rappel en même temps. Rappel historique. Il y avait 2 leaders en principe. Il y avait Kasavubu qui avait son ABACO. Il y avait également Lumumba qui avait son MLC. Lumumba avait effectué un déplacement à Accra, échange avec Nkrumah sur la possibilité des indépendances africaines. Et là, c'est dans le cadre du panafricanisme. Et ils ont échangé. Lumumba, lorsqu'il y revient à Kinshasa, va organiser une manifestation. Curieusement, cette manifestation, visiblement, a été autorisée parce que les gens sont venus, ils ont écouté le message de Lumumba, il n'y a pas eu d'émeute, les gens sont repartis. Et ceux d'Abaco, lorsqu'ils ont appris que Lumumba a organisé une telle activité, lui qui n'était pas les Bas-Congo, et qui venait d'ailleurs, et donc il faudrait que nous aussi, les Bas-Congo, nous puissions faire de la même manière pour faire voir aux autres que c'est notre entité. Et ils vont improviser cette rencontre. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que même pendant les émeutes, Kasavubu n'est pas arrivé. Voyez-vous, lui qui était le leader d'Abaco, et mais malheureusement, lors de l'organisation, ça n'a pas été permis par les colonisateurs. La conséquence, il y a eu affrontement, il y a eu mort d'homme. Alors, cette date représente beaucoup pour vous et pour le peuple congolais. La date symbolise, n'est-ce pas, la détermination pour l'obtention de la liberté. Et parce que dans les conditions que nous vivions à son temps, avant l'indépendance, lors de la colonisation alors, c'était parfois insupportable. Et il a fallu à un certain moment une autodéfense pour avoir la liberté. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et vous allez vous rendre compte que ce combat a continué. Mobutu, enfin, Kasavubu et Lumumba, ils auront le pouvoir, mais malheureusement, on va les instrumentaliser, sinon instrumentaliser les autres. On va instrumentaliser les colons, bien entendu, les colonisateurs, bien entendu, ils vont instrumentaliser certains Katangais, entre autres ici les Tchombe et les Munongo. On va instrumentaliser également les Munopoué vers
l'espace Grand Kassai, ils vont créer des sécessions. Simplement parce que les mêmes colonisateurs ne supportaient pas. Et ça va continuer ici, ainsi, Mobutu va prendre le pouvoir par force, pratiquement en 65. Et il va chercher à s'imposer. Il s'est imposé, mais vous allez vous rendre compte que le même combat va renaître lorsque nous aurons la démocratie. Nous allons parler démocratie. Okay. Et avec l'avènement des partis politiques, ici, je veux parler de la correspondance de parlementaires, entre autres ici les Tshisekedi, ainsi de suite, et de là également d'autres mouvements vont naître, et nous allons continuer comme ça jusqu'au départ de Mobutu, et Lafudel entre, et Lafudel, lorsqu'il entre, il a freiné cet élan. Il a fallu pousser. Je m'en souviens, nous autres, nous sommes venus ici au Palais du Peuple, où Etienne Tshisekedi allait tenir le meeting, nous étions encore étudiants. On va refuser, à l'époque de Mosé Kabila, on va refuser, malgré le refus, mais l'engagement a continué parce qu'à son temps, il avait même refusé l'exercice des partis politiques. N'est-ce pas? Donc, on arrive en 2001, son fils prend le pouvoir, il y avait une pression militaire en même temps, nous allons nous retrouver à Sun City, on va signer l'accord, on se retrouve à Kinshasa en 2003, et nous aurons une transition de 3 ans. 2006, nous allons organiser des élections, et des élections, nous aurons un cycle électoral qui est respecté. Et aujourd'hui, c'est la 4e fois que nous avons organisé des élections. Donc, la pression est toujours là pour finalement réclamer la liberté. Voilà. C'est ça qui symbolise, en fait, la date du 4 janvier 1959. Alors, c'est cette date qui a accéléré l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960, le 30 juin. Exactement, parce que ça va traîner quelques temps après, lorsque les Blancs ont compris que ces gens ont compris aussi beaucoup de choses, sont ouverts, n'est-ce pas? On n'en peut plus. Et effectivement, avec d'autres libertés à travers d'autres pays africains, ils se sont sentis obligés de nous accorder cette indépendance, mais pas avec un cœur ouvert. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on arrive en Belgique, lors de la table ronde, on va plus traiter des questions politiques et non économiques. Économiques, pourquoi? Parce que le blanc pensait mettre la main. Et même pour le côté militaire. Et c'est les blancs qui voulaient prendre maintenant l'armée, mais finalement, ça ne pouvait pas résister parce que ça a été une détermination, en tout cas des Congolais, à pouvoir avoir la gestion totale de leur pays. Et en fait, compte avec le temps, ils ont commencé à lâcher et les Congolais ont repris totalement la main. Mais certaines personnes estiment que l'indépendance était prématurée, c'était trop vite, les Congolais n'étaient pas encore mûrs. Bon, le Congo n'a pas fait l'exception. Parce que quand vous regardez plusieurs pays africains, c'est en 60, 72, 62, 63, 64. Beaucoup de pays à cet espace-là, ce temps-là, ont obtenu leurs indépendances. Alors, disons alors, si de cette manière, que d'autres pays aussi étaient pressés. Non, c'était pas pressé. Mais il faut plutôt dire le contraire, que les Belges n'étaient pas prêts, n'est-ce pas, à nous lâcher du fait qu'ils connaissaient les richesses, qu'ils avaient retrouvées ou ils ont eu à retrouver en République démocratique du Congo. Et ils n'étaient pas prêts, il a fallu un forcing. Sans forcing, on allait encore prendre beaucoup de temps, n'est-ce pas? Et alors, et puis, on ne peut pas oublier les conditions de difficultés, de mauvais traitements qu'on subissait de la part des Belges à son temps. Et croire que lorsque les gens trouvent une fenêtre, une ouverture de la liberté, et c'est prématuré, je crois que c'est mal lire l'histoire, croire que nous étions toujours bien, on n'était pas maltraités, et parce que nous étions bien, on a réclamé ce qu'il ne fallait pas réclamer à temps. Non, ça c'est une mauvaise lecture, on a réclamé ce qu'il fallait parce que nous étions considérés comme des sous-hommes. Face à un blanc, vous êtes un sous-homme. Est-ce qu'il fallait continuer ainsi? Non. Lorsque la liberté, la possibilité s'est présentée devant nous, donc il a été de bonne loi qu'on recherche la liberté et on l'avait obtenue. Alors quand on parle martyr de l'indépendance, il y a quand même certains noms qu'on doit citer. Vous pouvez citer quels noms? Bon, les martyrs de l'indépendance ne se limitent pas seulement à ceux qui sont décédés lors de la Bako. Il y a d'autres également qui sont venus après, mais je ne sais pas s'il faut les énumérer. Bon, personnellement, je ne connais pas trop des noms, mais au moins, les gens sont morts pour une cause commune, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors,
Les combats de nos martyrs de l'indépendance, c'était pour le développement, la liberté, vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, j'ajouterais même la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, là où ils sont, ceux qui sont morts, ils sont fiers de dire que voilà, nous sommes battus pour ça et voilà, le pays marche comme tel? Je pense qu'ils sont fiers. Parce qu'il est vrai que la personne, quand elle évolue, parfois elle ne se rend pas compte qu'elle évolue. Il y a évolution. Moi, je pense qu'il y a évolution. Parce que quand vous regardez le pays, quand nous étions en 60, aujourd'hui, il y a une différence. C'est vrai, dans certains angles, on peut parler de la régression, mais en termes de la liberté, on ne peut pas parler de la régression. Voyez-vous? Ils sont morts parce qu'ils ont réclamé la liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la liberté? Je dis oui, nous avons la liberté. Au pays, aujourd'hui, on peut se promener partout. On peut habiter partout, librement, sans aucun problème. À l'époque, malgré que nous étions un pays, mais quand vous allez dans certains coins, vous n'étiez pas le bienvenu. Voyez-vous? En 60, c'était comme ça. Il y avait des coins où on ne pouvait pas aller aussi très facilement. C'était réservé aux Blancs. Pas seulement aux Blancs, même entre nous, entre les communautés. On ne s'acceptait pas à un certain moment. Donc, il a fallu un effort pour que nous soyons une nation. On a construit la nation. Les gens se sont battus. Et donc, de 59 jusqu'à ce jour, il y a évolution en termes de liberté, en termes de la démocratie, parce qu'à 59, face aux Blancs, il n'y avait pas la démocratie. Sinon, ils n'allaient pas mourir. Ils sont morts, on les avait tués à cause de la quête de la liberté. Et voilà pourquoi ils sont décédés. Aujourd'hui, les gens ne meurent pas de cette manière-là, sauf en cas de défiance. Voyez-vous? Et nous avons la démocratie aujourd'hui, nous organisons les élections, le noir a son pouvoir, nous gérons notre pays, malgré les impairs, certains, mais nous gérons notre pays, et ce qui était contraire en 59, parce qu'à 59, nous n'avions pas la même mise à la gestion de notre pays, c'était les autres qui géraient notre pays. De ce point de vue, là où ils sont, lorsqu'ils y regardent, ils vont se dire, oui, nous avons versé notre sang pour que finalement ce pays soit libre, et il est aujourd'hui, et donc, ils se réjouissent. Quand on parle de l'après-59, ce n'est pas seulement le pouvoir actuel, hein, c'est-à-dire que même les pouvoirs passés, il y a des pouvoirs qui se sont en termes de liberté de circulation, Pascal Onge, aujourd'hui, est-ce qu'on est libre de circuler à travers le pays? Mais aujourd'hui, on circule partout. Notre constitution consacre cette disposition. On peut aller... Oui. Non, l'insécurité, là, ce n'est pas l'interdiction, n'est-ce pas, du refus des autres par d'autres communautés. Non, ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer partout où vous allez, vous irez. Les zones d'insécurité, ça c'est l'exception. L'insécurité n'a rien à voir avec le fonctionnement normal d'un État. N'est-ce pas? Ça, c'est un dysfonctionnement qui vient s'ajouter dans le fonctionnement normal. Mais ici, lorsque nous parlons de fonctionnement normal, dans le nombre des communautés, il n'y a pas une communauté aujourd'hui au Congo qui peut refuser un membre d'une autre communauté venir habiter ou visiter. Donc, c'est cette liberté-là, consacrée dans notre constitution, qu'il faut saluer, que ceux qui ont versé le sang en 59 n'ont pas vécu du fait que nous étions instrumentalisés par les Blancs qui ne voulaient pas notre cohésion parce qu'il fallait nous diviser pour bien gérer. Mais après le départ des Blancs, il y a eu quand même des arrestations arbitraires. Bon, ça c'est inhérent dans la vie des gens lorsqu'on gère. Lorsqu'on gère... d'opinion, c'était entre nous. La gestion, c'est autre chose. Oui. Dans la gestion, il y a des déviances, il y a des inciviques, n'est-ce pas? Il y a la loi. Il faut maintenant, en tout cas, s'adapter à la loi pour qu'on ait une bonne régulation. Alors, vous n'allez pas vous interroger lorsqu'on arrête les gens, vous n'allez pas vous interroger lorsque vous constatez qu'il y a des déviances et qu'on les arrête. Ça, c'est dans le fonctionnement d'une communauté, d'une société, d'un État, parce qu'il faut la loi pour réguler cela. Alors, la loi doit maintenant être appliquée, n'est-ce pas, pour que la société, en fait, fonctionne normalement. Sans loi, il n'y a pas de société. Dès 60, après qu'ils aient versé le sang en 59, dès 60 que nous sommes indépendants, jusqu'à ce jour, nous avons eu des cadres qui déterminent le fonctionnement d'un État. Les cadres que nous appelons ici des constitutions. Et nous avions eu la première constitution de Lualabour, nous avions eu d'autres constitutions, ainsi de suite, jusqu'à la constitution de 2006, révisée en 2011. Consacre la liberté d'expression.
consacre la liberté des mouvements, n'est-ce pas? Consacre la nécessité de l'unité de notre pays. C'est ça qui est fondamental. C'est pourquoi ils se sont battus et ils ont versé le sang en 59. L'économie, sur le plan économique. Donc il faut dire que les efforts sont toujours là. Même sur le plan de la sécurité, comme vous aviez évoqué au début ici, les efforts à fournir sont là. Ici, je ne dis pas que tout est bon, non. Beaucoup d'efforts à fournir. Et l'économie, vous l'évoquez aujourd'hui, mais c'est un problème sérieux parce que c'est elle qui détermine également le social. Voyez-vous, c'est une quête permanente. C'est un effort que nous devons de temps en temps fournir. Mais malheureusement, nous avons un comportement, je veux dire sociétal aussi. Lorsqu'on a le pouvoir, parfois on croit que c'est le temps, pour moi, de me retrouver. Et lorsque vous pensez que c'est votre temps, à ce moment-là, vous n'allez pas servir. Or, lorsque nous parlons communauté, c'est l'addition de moi et l'autre. Et c'est cela l'altérité. Jamais seul sans l'autre. Lorsque je vis au monde, je ne viens jamais seul. Je trouve toujours les gens et je vis avec les gens, vouloir ou pas. C'est dans cette logique-là, lorsque vous avez une responsabilité, pensez que ceux avec qui je vis ont également besoin de bien vivre. Et résoudre le problème dans l'ensemble, c'est trouver solution au social. Mais malheureusement, nous avons d'un côté nos attitudes, nos comportements, nos éthiques, notre nature. Mais de l'autre côté, il y a une nature copiée où nous faisons l'acculturation. Et nous copions des choses aveuglément. Et les deux, pour que se mettent ensemble, ça crée problème et ça nous pousse à avoir un autre comportement. Parce que quand vous gérez, vous voulez avoir par exemple des véhicules, vous voulez avoir de belles maisons. Pourquoi? Simplement parce que vous voulez que les autres vous admirent. Ils vous admirent, pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas. Et alors que ça aurait été, je ne sais pas si je parle du socialisme, mais alors, ça aurait été, lorsque vous avez le pouvoir, vous faites une bonne distribution, chacun se retrouve et personne n'envie l'autre. Ce serait alors une bonne chose. Mais malheureusement, lorsqu'on a le pouvoir, on veut tout avoir pour que les autres viennent, en tout cas, vous s'agenouiller vers vous. Et ce comportement, nous l'avons copié de la colonisation. Lorsque nous étions en face des Blancs, un Blanc, et d'ailleurs, nous les appelons Mundele, c'est un modèle, nous pensions qu'ils étaient des modèles. Ce qu'ils avaient, nous, on n'en avait pas, et on allait chez eux en s'agenouillant. Et lorsqu'on devient aujourd'hui responsable, on pense être comme un Blanc à son temps, et face à ses frères et sœurs, on veut qu'ils soient comme des esclaves à leur temps aussi, de la colonisation, et qu'ils aillent vers un Blanc, que je suis devenu aujourd'hui Mundele, et qui s'agenouille et face à moi parce que j'aurais tout. Et alors que ça aurait été important de distribuer ce qu'on a, de repartir ce qu'on a, de partager ce qu'on a, en tout cas pour tout le monde, pour toute la communauté, pour que chacun se retrouve, parce qu'il s'agit ce sont des choses que les martyrs ne souhaiteraient pas, hein, de leur vivance. Ils étaient là, ils se sont battus contre ces pratiques. Bon, est-ce qu'ils étaient sur le plan comportemental, chacun pris individuellement, exceptionnel sur la gestion? Non, il s'est agi d'un mouvement de masse, n'est-ce pas, qui a réclamé l'organisation d'une manifestation, mais visiblement une manifestation interdite par le pouvoir en place. Ils ont réagi parce qu'il fallait avoir la liberté. Et par déviance, on les a massacrés. Voyez-vous? Mais cela ne voudrait pas dire que ceux d'aujourd'hui ne pensent pas très normalement plus que ceux qui ont sacrifié leur vie. Ça ne veut pas dire ainsi. L'effort, par contre, que nous devons fournir, comme je vous ai dit ici, chacun là où il est, une fois avoir une parcelle de responsabilité, doit avoir un agir qui ferait que la communauté se retrouve. Et c'est de partir de ce comportement colonial qui consistait à maltraiter les autres. Et nous, aujourd'hui, lorsque nous avons le pouvoir, on se croit être le Blanc d'aujourd'hui face aux autres. Et ce qui n'est pas bon. 65 ans après les martyrs de l'indépendance, aujourd'hui, il y a un langage que tout le monde
ne cesse de sortir de la bouche. On est encore une jeune démocratie et qu'il y a encore des efforts à faire. Nous sommes en train de... nous allons petit à petit. Ces langages-là, c'est un peu partout. Hein. Est-ce que vous ne voyez pas que ça tire en longueur jusqu'à quand nous allons atteindre... Non, ça ne tire pas en longueur. Oui, oui, mais vous parlez de 64 ans, 65 ans. Oui. 65 ans, oui, mais vous oubliez, autre temps que nous n'avions pas eu la démocratie. C'est beaucoup d'années. 32 ans pratiquement. Ça a freiné. Non, mais sans démocratie. Ça veut dire qu'au début, à 60, nous avions eu l'élan de la démocratie. On pensait qu'en 2000, enfin, en 65, on organiserait les élections. Le coup d'État est arrivé. De 65 jusqu'en 2006, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'organisation des élections. Nous devions fonctionner comme ça. C'est en 2006 que nous aurons les premières élections. Après les élections organisées en 60 ou à 59, parce que le mouvement sont élus pratiquement en 59. C'est en 2006, 2011, 2018 et 2023 aujourd'hui. L'autre période au milieu là n'a été que du gâchis parce que on n'a pas parlé démocratie. On a parlé dictature. Un pouvoir entre les mains d'une personne sans contrôle normal. Voyez-vous, un pouvoir autoritaire. Si, au moins, en 65, on avait organisé les élections, en 70, on organisait les élections, en 75, on organisait les élections, à 80, on organisait les élections, à 85, on organisait les élections, à 90, on organisait les élections, en 95, on organisait les élections, en 2000, on organisait les élections. Peut-être aujourd'hui, on ne parlerait pas de la jeune démocratie. Mais il y a eu du fait, on aurait déjà beaucoup organisé les élections. À ce jour, on aurait une forte expérience qui, en fait, démontrerait que nous avons organisé les élections plus de 10 fois. Et on ne peut plus parler forcément cette fois-là d'une jeune démocratie parce qu'on aurait déjà l'expérience. Mais malheureusement, on n'a pas organisé les élections depuis tous ces temps. C'est simplement vers les dernières années ici que nous avons organisé les élections. Voilà pourquoi il convient de dire que nous sommes une jeune démocratie parce que nous ne sommes que à la 4e phase des élections, sans compter élections organisées au début 60. 4e phase de l'élection, comme vous le dites, mais toujours avec des contestations. Chaque élection, on a vu en 2000, on a commencé en 2006, hein, c'était Jean-Pierre Bemba et Kabila. 2011, c'est 6, Félix Etienne Tshisekedi. Et Kabila, 2018, c'était Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. 2023, c'est Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Pourquoi il y a toujours des gens qui contestent? Le problème, c'est aussi la démocratie. Ce n'est pas une idole africaine. Nous avions notre manière de résoudre nos problèmes. Je suis d'une communauté où il n'y avait ni prison, ni armée, n'est-ce pas? Mais il y avait des règles qui étaient obligatoirement respectées par chacun. Et les gens vivaient normalement. J'ai vécu dans une telle communauté. Dans nos villages, souvent, vous ne verrez pas la police. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas comment les choses évoluent. Ni prison. Mais les gens respectent ce qui est, en tout cas, arrêté par la communauté. Il y a des garde-fous, des coutumes, voilà, peur de fétiche. Exactement, mais nous sommes sortis maintenant de ces pratiques. Nous avons accepté la démocratie avec ses impairs sans tenir compte des donnes culturelles. Regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui. Si vous aviez suivi le point de vue d'un candidat, ici Moïse Katumbi, on va aux élections. Les élections s'organisent normalement. Les institutions sont installées au pays depuis longtemps. Nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons la Commission électorale nationale indépendante, nous avons d'autres institutions. Et nous avons dit dans notre constitution que telles institutions sont habilitées à nous organiser ceci pour permettre que le pays ait des dirigeants. Quelles sont ces institutions? Nous avons la Commission électorale nationale indépendante, nous avons la Cour constitutionnelle. Vous allez aux élections, mais vous êtes les premiers maintenant à ne pas reconnaître ces institutions. Comprenez comment l'homme réfléchit cette fois-là. La CENI qui est habilitée à vous organiser les élections, vous ne voulez pas la reconnaître. La Cour constitutionnelle, qui est la plus haute
cour de votre pays sur le plan de la justice, vous ne savez pas la reconnaître. Vous êtes quel citoyen? Vous ne faites que de l'anarchie. J'entends les gens vont plus loin. Nous allons appliquer l'article 64. Qu'on revienne un peu dans l'actualité, Gisèle. L'article 64, quel dit l'article 64? Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Je m'arrête d'abord à ça. Mais la question fondamentale à se poser lorsque vous lisez cette disposition, c'est de savoir c'est quoi prendre le pouvoir par la force. On prend le pouvoir par la force par des voies non démocratiques, comme un militaire qui prend son arme, qui s'impose, il prend le pouvoir. Là, on prend le pouvoir par la force. On ne prend pas le pouvoir par la force en organisant les élections. Mais il rejette ces élections. Mais vous allez rejeter les élections, pourtant vous avez participé aux élections. C'est contradictoire. La fraude aux élections, n'est-ce pas, existe partout au monde. La preuve, aux États-Unis, vous aviez vu Trump accuser Biden, qui était au pouvoir en son temps, qu'il a triché les élections. J'entends aussi d'autres dire ici, depuis quand nous avons vu un pouvoir accuser l'opposition de frauder les élections. Mais aux États-Unis, pire encore, après la proclamation des résultats, nous avions vu Trump envoyer ses brigands aller, en tout cas, s'attaquer à certains bâtiments. C'est aux États-Unis. Vous aviez suivi dernièrement les élections au Brésil avec Lula. Le président qui était en exercice l'avait accusé autant. Et la conséquence, il y a eu des troubles aussi après. Ça veut dire quoi substantiellement? Il y a toujours souvent des impairs en termes des erreurs, ainsi de suite, parce que c'est un travail humain. Mais aussi, pas la même hauteur, hein, aussi, le perdant, chez nous, ne s'est jamais accepté qu'il a perdu. Exemple, vous avez Martin Fayoulou, vous avez Moïse Katumbi. Chacun dit, il a été élu. Comment? Même si vous excluez maintenant Félix-Antoine Tshisekedi, vous laissez les deux là, ils ne vont pas s'entendre. Alors maintenant, entre les deux, posez même la question entre les deux. Entre vous là, qui a gagné? Ou qui pouvait gagner? Martin va dire c'est lui, Katumbi va dire c'est lui. Ça c'est l'égocentrisme, ce n'est pas très bon. Et donc, il faut comprendre que cette disposition, la première question à se poser, c'est celle. La deuxième question, le pouvoir issu des élections, peut-il être considéré comme un pouvoir obtenu par la force? Je vous dis non. Parce qu'il s'agit de la décision de la population. Il s'agit du suffrage. Il s'agit des choix de la population. Les autres institutions, ici la CENI et la Cour constitutionnelle, ne savent que rendre public ce qui a été décidé par la population. Mais ils remettent en cause l'organisation même de ces élections. Manque de sincérité. Troisième préoccupation, sous dans cette disposition. Quelles sont les dispositions de la Constitution jusqu'ici violées pour l'obtention du pouvoir? Lesquelles? Aucune institution. Au contraire, c'est quand vous faites le contraire, sans respecter ces institutions de l'État, que vous tombez maintenant dans la violation. Là, c'est le deuxième alinéa de l'article 64. Parce qu'il faut respecter les dispositions. Ce n'est pas un pouvoir autoritaire. C'est lorsqu'il y a, n'est-ce pas, la prise de pouvoir par la force, ça veut dire qu'il y a un dictateur, un homme fort qui prend le pouvoir, un pouvoir qui ne sera pas soumis au contrôle, et à ce moment-là, il n'y aura ni pouvoir exécutif, ni pouvoir judiciaire, et lui s'impose lui-même est l'incarnation de tous ces pouvoirs, de trois pouvoirs. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Nous avons le Parlement, nous avons le gouvernement, et nous avons le président comme une autre institution. Et donc, nous ne sommes pas dans un régime dictatorial, n'est-ce pas? Nous sommes dans un régime démocratique où il faut aller aux élections au bout de chaque 5 ans, tout en respectant la disposition 220 de la Constitution, qui est une disposition intangible. Le pouvoir est de 5 ans, une fois renouvelable. Et voilà pourquoi je dis substantiellement, toute personne qui évoque cette disposition, soit elle-même n'est pas intelligente,
soit elle-même, elle est maudite, soit elle-même, elle veut se sacrifier, parce que lorsqu'on va appliquer le deuxième alinéa du même article, ça veut dire que c'est lui qui va tomber dans le piège. J'ai pris à travers votre micro à Moïse Katumbi, j'ai suivi son discours, il appelle les gens à être déterminés. Donc il pense appliquer cette disposition de manière mal comprise. Je dis attention, parce que ça va se retourner contre lui-même. Et je pense que là, il tombe très bas. Il aurait fallu, juste après la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante, prendre la hauteur, appeler l'autre, féliciter l'autre. Sincèrement, à ce jour, il serait l'homme de référence, parce que dans le passé, comme vous aviez souligné, que ce soit en 2006, que ce soit en 2011, que ce soit en 2018, le vrai perdant n'a pas fait cela. Et donc, ça aurait été un bon exercice cette fois-ci, mais malheureusement, très mal conseillé par les Olivier Kamita, ainsi de suite. Mais je comprends une chose, j'ai terminé par là. Terminé par là. Le volet militaire, ils ont envoyé Nanga. C'est dans leur équipe. Le volet militaire, ils ont envoyé Nanga. Et ils veulent maintenant, sur le plan politique, en tout cas, chercher à déstabiliser les institutions ici, parce qu'ils ont le plan qu'ils ont tracé. Nous avions suivi les points de vue des uns et des autres pendant la campagne. Et Moïse disait toujours, une fois élu, il va en tout cas négocier avec le M23, oubliant que le M23 est l'appendice du Rwanda. Donc nous parlons de l'agression pour déstabiliser le Congo. Et donc maintenant qu'il tient ses propos, et donc on peut maintenant déduire, dire que il est dans cette intelligence avec ceux qui ont pris les armes, et il va laisser ceux-là prendre les armes, continuer à déstabiliser le pays, et lui aussi, à l'interne, va déstabiliser, mais en intelligence avec eux pour atteindre leur objectif. L'objectif qu'il dit ici, prendre le pouvoir, c'est qui lui a été volé. Posons-nous la question, qu'est-ce qui lui a été volé? Et il n'aura pas de preuves pour exhiber à la nation comment voler ceci, j'ai été élu à tel endroit, et voilà, mes voix n'ont pas été présentées, on m'a donné d'autres voix. Ce discours, vous ne l'aurez pas, parce que ce qui a été présenté par la CENI, ce qui a été rendu public par la CENI, a été observé de manière plus objective par chaque Congolais dans les coins où il se trouve. Il est témoin de lui-même pour dire ce qu'on a dit là, c'est vrai, ce que la CENI a dit ici, c'est faux. Et donc, je pense qu'il est dans une mauvaise pente, et c'est très dangereux pour un homme d'affaires. Ça, il faut l'expliquer. Pour un homme d'affaires, je pense qu'il a pris une très mauvaise tangente. Je le déconseille, parce qu'avoir des conseillers comme l'Olivier Kamita et ainsi de suite, je ne pense pas qu'il aura une bonne lumière sur l'avenir. Merci Pascal Ounji. Merci beaucoup Gisèle. Malheureusement, le temps a été très court. Vraiment. Et pourtant, on avait beaucoup d'idées à pouvoir partager avec la nation. Mais malheureusement, voilà, on n'a pas de choix que s'arrêter à ce niveau. C'est partie remise. Hein. Une partie remise. Sûrement qu'on aura d'autres temps. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité, qui a été consacré essentiellement aux martyrs de l'indépendance du 4 janvier 1959. 65 ans après, nous avons analysé avec notre invité Pascal Ounji. Je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir.